Il est 8h37, Benoît Hamon, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. 2 policiers agressés mercredi soir en région parisienne, en Seine-et-Marne, devant leur fille de 3 ans. L'un des agresseurs présumés aurait été interpellé, nous dit-on, les dernières informations. Ignominie, dit le président de la République, vous emploieriez le même mot? Bah, c'est épouvantable. D'abord, ils reviennent de leurs vacances, ils sont avec leur enfant, ils se font tabasser, démolir par 2 personnes. Aucun respect de rien, même pas même l'enfant qui est là ne change rien à leur violence. J'espère qu'ils vont être attrapés pour commencer, puis évidemment punis. Mais oui, c'est abominable, c'est épouvantable. Alors, en tout cas, sévèrement punis. En tout cas, ça en dit long. Ça en dit long sur quoi? Sur la dégradation de la relation entre la police et la population. Alors en général, ces 2 types-là n'ont rien de représentatif de la population. Non, mais on sent qu'il y a un lien qui s'est dégradé. Oui, regardez Nantes. Regardez Nantes. Et je vais un peu plus loin, les conditions de travail des policiers. On a eu un rapport récent sur la souffrance au travail dans la police, les burn-out qui se multiplient, les arrêts de travail de gens qui ont un métier difficile, n'ont pas forcément des conditions de travail qui sont bonnes en termes d'équipement, en termes d'organisation du travail, et une situation qu'il faut regarder d'un peu plus près que de faire des grandes déclarations en mode Gérard Collomb qui va évidemment jouer dans le registre du ministre. On fait ça. Tous les ministres de l'Intérieur, les grandes déclarations. Mais à la fin, les policiers sur leurs conditions de travail. Moi, j'en avais parlé lors de l'élection présidentielle. J'avais pointé la réalité de la souffrance au travail. Je pense qu'au-delà de ces questions-là, il y en a d'autres qui se posent dans la relation entre les policiers et les gens. Mais si les conditions de travail étaient meilleures, si on était moins stressé au boulot quand on est policier, c'est-à-dire avec un boulot qui est dur à l'extérieur, qui peut être pénible quand on rentre à l'intérieur des commissariats, etc., si les conditions de travail étaient meilleures, la relation aussi... Pourquoi est-ce que la confiance a disparu dans certains quartiers entre la population et la police? Pourquoi? Ça, c'est une histoire qui est longue, parce que là, ce qui se passe à Nantes est très différent de ce qui s'est passé en Seine-et-Marne. Oui, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir. En l'occurrence, le policier qui a tué... le jeune homme est aujourd'hui en garde à vue, qui semble que des journalistes d'ailleurs sur les antennes d'RMC et ou d'Europe 1 ont visionné des vidéos qui contredisent la version des policiers, et à la fin il y a un jeune homme par terre, tué, quels que soient les faits qui auraient pu lui être reprochés auparavant, qui a été tué, et on peut se demander aujourd'hui comment on en arrive à de telles extrémités si vite. Toujours la même chose, contrôle d'identité qui dégénère, un homme tué, et puis derrière des violences. Et en tout cas, vous les condamnez d'ailleurs, ces violences, ou vous les comprenez? Ça ne répare, mais ça ne répare rien. Moi, je ne vais jamais, je ne prendrai pas la défense de ceux qui cassent des services publics, des écoles, des bibliothèques. Je ne veux pas bien comprendre quelle est la responsabilité. Brûlent des voitures, notamment la voiture de la maire de Nantes, par exemple, mais de citoyens. Qu'est-ce que cette violence nous dit de la société française? Et moi, j'ai le sentiment, on a une multitude d'affaires qui, du jeune Adama Traoré au jeune Théo, faut s'interroger quand même sur est-ce que la vie... Sur le comportement de la police? Évidemment, sur le comportement de la police aussi. La police, elle est sensible à ce qui se passe dans la société. Parce que là, vous mettez en avant Adama Traoré, le jeune Théo... oui, mais je vais au bout de mon raisonnement. Allez au bout. Nous avons aujourd'hui des réalités que sont ces violences policières qui peuvent conduire à la mort parfois de jeunes, avec des enquêtes qui sont des enquêtes qui durent, mais qui montrent aujourd'hui qu'il y a une tension incroyable et une hostilité réciproque. Une hostilité de la part d'une partie de la population française à l'égard de la police, dont elle a le sentiment qu'elle fait l'objet de contrôle d'identité systématique, d'une pression systématique, et qu'elle est systématiquement visée et stigmatisée par la police, et du côté des policiers, le sentiment d'avoir affaire à une population qui se soustrait à toute forme d'instruction, d'ordre, de commandement, et qui n'obéit plus dans les faits aux lois de la République. Eh bien, quand on a cette situation-là, comme responsable politique, on peut dire, ok, je ferme les yeux, de toute façon, il y a des gens qui seront toujours en marge. J'ai même entendu qu'à la
télévision hier, je ne sais pas quel encore expert ou responsable politique disait qu'il faudrait peut-être en passer par ces bavures pour réparer le lien entre la police et la population, en passer par là. Moi, je dis aujourd'hui que nous avons un problème. Nous avons un problème dans le fait qu'il existe aujourd'hui une réalité des discriminations qui s'expriment à travers les contrôles d'identité, quoi qu'on en dise. Ça a été prouvé et qu'il faudra, c'est pour ça que je défendais et l'amélioration des conditions de travail des policiers et une prime pour ceux qui sont dans des zones les plus difficiles et en même temps les récépissés de contrôle d'identité, parce qu'il me semble aujourd'hui qu'on ne peut pas être un jeune noir en France et avoir le sentiment, comme jeune noir, qu'on est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus stigmatisé et que votre vie ne vaut pas celle d'un jeune blanc. Mais si les policiers contrôlent, c'est qu'ils doivent contrôler, et notamment dans certains quartiers intervenir. Non, mais ce que je veux dire, moi, j'empêche pas les policiers de faire des contrôles d'identité. Mais vous êtes en train de me faire un numéro sympathique. Mais non, je pas un numéro sympathique. Mais moi, je dis pas qu'il faut pas contrôler. Mais 7 fois plus, Monsieur Bourdin, c'est le CNRS qui le prouve, ça. Vous serez vous ou vos enfants, si vous en avez, 7 fois moins contrôlés comme les miens qu'un jeune noir. C'est normal? Pourtant, ils ont la même carte d'identité. Est-ce que la vie d'un jeune noir, sa citoyenneté, vaut autant que celle d'un jeune blanc en France? Des gens posent la question. Eh ben moi, je m'interroge sur le fait qu'on en soit arrivé, comme aux États-Unis où il y a un mouvement qui s'appelle Black Lives Matter, les vies des Noirs valent autant, qu'on se pose la question de savoir si aujourd'hui, en France, la citoyenneté, l'existence d'un jeune Français maghrébin, noir ou blanc, est-ce que ça pèse la même chose? Ça ne pèse pas la même chose. Vous le pensez? Non, mais je pense aujourd'hui que ces questions-là. Sincèrement. Non, mais je vous parle sincèrement depuis le début. Je suis pas en train de faire du cinéma. C'est vrai, les gens qui voudraient vous faire de la com, je peux vous assurer que là, une fois de plus, on va dire Benoît Hamon, il est sur ces questions-là, ceci ou cela. Toujours les mêmes d'ailleurs. Tous ces racistes qui continuent sur les réseaux sociaux, finalement, presque à se réjouir de ce qui s'est passé à Nantes, alors que moi ça m'émeut parce que je me dis qu'il y a quelque chose de cassé, comme ce qui s'est passé hier en Seine-et-Marne me met dans une colère noire. Je me dis que la République, c'est un grand mot aujourd'hui, mais que là elle est plus là, la République. Quand on tabasse des policiers ou quand un jeune Français se fait tuer comme ça d'une balle dans le cou parce qu'un contrôle d'identité dégénère, je me dis que quelque chose est en train de s'affaisser. Alors il y a un président de la République, il y a un ministre de l'Intérieur, ils font des tweets, super, on est très content de lire les tweets de Monsieur Macron, et en même temps, je me dis que les vraies questions, celles de ce lien police-population, elles restent à côté. Moi, je suis prêt à ce qu'avec beaucoup d'autres, à ce qu'on travaille sur ces questions, qu'on mette tout sur la table, et je pense qu'on y a intérêt à enfin mettre tout sur la table et sortir du déni. Le président de la République qui perd dans les sondages beaucoup de popularité en ce moment, hein. Je regardais encore le dernier. On lui reproche, par exemple, un manque d'humilité. Vous pensez qu'il manque d'humilité? Moi, vous avez été dur. J'ai parlé de racisme social. Racisme social. Bah, écoutez, je vais vous prendre un exemple très concret. Les associations de personnes en situation de handicap viennent de révéler quoi? Qu'au 1er juillet, la suppression de la prime d'activité pour les travailleurs en situation de handicap qui sont invalides les amène à perdre 158 € par mois. 158 € par mois. Vous avez des gens qui travaillent, hein. C'est ça les assistés de Monsieur Macron? Des gens qui travaillent, qui basculent sous le seuil de pauvreté. Alors on comprend qu'ils reportent le plan de pauvreté, puisqu'ils créent des pauvres aujourd'hui. Mais surtout, ce que je ne supporte pas, c'est la manière dont ils parlent aux gens, par exemple, qui bénéficient des APL. Alors disons, ou ceux qui avaient qui se voient augmenter leur CSG, en disant, vous allez bien nous faire quelques sacrifices, et en leur parlant comme s'ils étaient de grands enfants, des citoyens de seconde zone. Oui, il y a et une politique qui fait du mal aux pauvres, et un ton d'Emmanuel Macron qui amène, moi ça me frappe, mais ça frappe pas que moi, à parler aux citoyens les plus modestes comme s'ils n'étaient pas capables de comprendre et de décider ce qui était le meilleur pour eux-mêmes. Laissez Monsieur Macron faire pour vous, il sait ce qui est bon pour vous. Et après tout, comment vous réclamez 50 € d'APL? Ben vous allez bien faire des sacrifices, mes braves gens. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de parler? Qu'est-ce que c'est que cette manière d'agir? Moi, franchement, oui, c'est du racisme social. C'est du racisme social, c'est une forme de mépris à l'égard des citoyens qui ont un droit de vote. Vous avez même dit, son seul fil rouge est l'insupportable mépris des plus faibles, des pauvres, des illettrés, des sans-costards. Ce sont ces mots, hein, je les reprends. Rien. Ce sont ces mots. J'ai repris ces mots. Ouais. Alors quand on les additionne les uns aux autres, ça fait un peu étrange. Mais on apprend que
les 500 plus grandes fortunes françaises ont augmenté leur patrimoine de 140% en 10 ans. Au passage, ils vous disaient, ouh là là, on a une pression fiscale insupportable en France, on paye trop d'impôts. Ça les a pas empêchés d'augmenter de 140% leur fortune. Donc, quand vous recevrez Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, vous pourrez le lui dire, puisque il est un de ceux qui a participé à ça, le nouveau patron du MEDEF. Donc, voilà, pour des gens étranglés, ils se portent bien quand même. Ça va, le nœud autour du cou, il est pas trop serré. Donc, première réalité, ça c'est Emmanuel Macron, il regarde ça, il fait quoi ? Il baisse l'impôt sur la fortune et il supprime une taxe créée par Nicolas Sarkozy pour éviter l'évasion fiscale. Bravo Nicolas Sarkozy, vous m'entendrez pas souvent le dire sur les plus riches, mais il l'avait fait, l'exit tax. C'est-à-dire que ils vont encore augmenter ou renforcer leur richesse et donc leur pouvoir. Parce que c'est du pouvoir aujourd'hui, cette richesse-là. Et aux plus modestes, il baisse les APL, il augmente la CSG, la prime d'activité, et il leur dit on dépense un pognon de dingue. Alors en plus, il parle pas comme ça quand il parle des riches. Hein. On dépense un pognon de dingue pour l'aide sociale. Écoutez, moi, je ne sais pas comment vous dire. Il ajoute que l'aide sociale n'est pas efficace. Aujourd'hui, malheureusement, on dépense beaucoup d'argent et ce n'est pas efficace. Écoutez, ça pourrait être plus efficace. Emmanuel Macron, il a fait quelque chose qui s'appelle, avec François Hollande, 40 milliards de crédits d'impôt compétitivité emploi pour les entreprises. On vient d'avoir le rapport, ça a créé 300 000 emplois. Ça, c'est dépenser un pognon de dingue pour des résultats minables. Et aujourd'hui, quand on sait que le système de protection sociale, nos aides sociales font que la France, qui avant ces transferts sociaux est un pays avec des inégalités considérables, une fois que ces transferts sociaux ont eu lieu, est un pays qui est plutôt en haut de l'Union européenne, où on a moins de pauvres qu'ailleurs, on se rend compte que c'est efficace. Parce qu'après tout, quand on donne de l'argent à des pauvres, oui, c'est de leur donner de l'argent. Et ils en font ce qu'ils veulent. Mais parce qu'on n'est pas là pour leur dire en plus la manière dont ils doivent le dépenser. Mais c'est incroyable quand même. Mais non, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que quand aujourd'hui l'État donne 800 € à un pauvre, vous aurez Emmanuel Macron pour aller surveiller s'il va pas s'acheter une bouteille de vin avec. Parce que c'est ça le discours qu'il y a avec. Oh là là, ils dépensent mal leur argent, les pauvres. Par contre, quand on donne 1 500 000 € de baisse d'ISF à Monsieur Bolloré, vous avez vu qu'on va vérifier ce qu'il en fait, ce qui crée des emplois aujourd'hui, Monsieur Bolloré, avec tous les cadeaux qu'on lui a fait et tous les autres. On va vérifier ? Non, on va pas vérifier. Donc c'est insupportable. Oui, aujourd'hui, les Français, qu'ils soient pauvres ou riches, sont responsables et pas moins responsables quand on est pauvre. C'est pour ça que je parle de racisme social. Est-ce que vous pensez justement que les élections européennes qui viennent dans moins d'un an seront transformées en référendum pour ou contre la politique conduite par Emmanuel Macron ? Écoutez, je n'en sais rien. Il faut qu'on parle un peu d'Europe quand même, parce que mais ce que je dis aux européennes. Non, mais je vous fais pas le reproche à vous. C'est que peut-être que ce sera ça. Mais ce qui est certain, c'est que si vous faites confiance à Emmanuel Macron pour sauver l'Europe, mais vous aurez qu'est-ce qu'il fait Macron ? Il fait la même chose que faisait Hollande avant, mais que faisait Sarkozy. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un référendum pour ou contre Macron. Non, je vous dis, en matière de politique européenne, il fait la même chose que ses prédécesseurs. Mais vous savez il pense qu'avec l'Allemagne, il faut qu'on soit très proche de l'Allemagne pour sauver l'Europe. Ça ne marche pas. Vous savez très bien que les européennes, au-delà de l'Europe, de l'avenir de l'Europe, c'est pas de ça dont on va discuter. Mais on va discuter de la politique migratoire. Mais justement, c'est une compétence de l'Union européenne. Mais pour une fois, c'est pas plus mal. Ce que je veux dire, c'est que là, on a un gros désaccord avec Emmanuel Macron, parce que moi, j'ai le sentiment qu'on a en France aujourd'hui, et je le dis à vos auditeurs, exilé une partie de notre humanité. De quoi on parle avec les migrants et de quoi on parle avec l'Aquarius ? De porter assistance à des personnes en danger. Il y a rien d'une submersion. On nous parle aujourd'hui, on est submergé. Vous savez à quoi correspond la réalité des migrants en France ? C'est qui, dans une fête de village, comme il y en aura, ou dans un festival, vous êtes 1500 à table, c'est une personne. Pour 1500. On n'est pas capable d'accueillir une personne qui a faim, qui a soif, qui a peur, qui a perdu à peu près tout. On n'est pas capable. Nous, la France, le grand pays que nous sommes, on n'est pas capable de faire cela. Et on parle de grand remplacement, mais c'est une blague. Et ce que je veux simplement vous dire, c'est que là où Emmanuel Macron, sur les migrants, a lui aussi, et c'est une responsabilité plus grande parce qu'il est président de la République, exilé une part de l'humanité de la nation française. C'est quand il ne se comporte pas mieux que le ministre de l'Intérieur, Salvini, en Italie. On peut dire, Monsieur Salvini est un fasciste, c'est abominable. Vous les mettez sur le même plan. Pour le migrant, ça ne change rien. Vous noterez bien que... Même politique à vos yeux ? Mais non, mais je vous parle des politiques migratoires. Oui, même politique migratoire. Ce que Collomb et Macron font, c'est exactement la même chose que Monsieur Salvini et Monsieur Conté.
pareil. Pour le migrant, ça ne change rien. On se renvoie la balle et la patate chaude, mais à la fin, ceux qui étaient en danger ont vu porte fermée dans les ports français et dans les ports... non mais attendez, et les ports italiens, à l'exception, et je veux les saluer, des Espagnols. Non, des Corses. Des Corses, oui. Simeoni, Talamoni, qui disent quoi? Ouais. Mais attendez, nous, on marche pas là-dedans. On y est prêt. On est plus proche, en plus, de l'Italie que de l'Espagne. Mais quand on voit aujourd'hui que ceux-là sont montrés du doigt par rapport... Non, mais je veux dire, moi je les salue. Je comprends, mais est-ce que dans sa politique, Emmanuel Macron a choisi d'être peut-être un peu plus ferme, parce qu'il voit, il sait que la droite... Attendez, c'est pas de la fermeté, là, on passe de la non-assistance à personne. Droite, en Europe, en France et en Europe, vont réduire la campagne des Européennes. Mais Monsieur Bourdin, donc, migratoire. Si le président de la République française donne raison à l'extrême droite... Vous pensez qu'il donne raison à l'extrême droite? Évidemment qu'il lui donne raison aujourd'hui. Vous n'êtes même pas capable, Emmanuel Macron, citoyen Macron, j'ai envie de lui dire, tu es président de la République. Il y a un moment, je vais vous raconter une histoire. J'étais à Ouistreham il y a 10 jours, je l'ai raconté ailleurs. À Ouistreham, je vais parce qu'il y a des Soudanais qui sont aidés par des citoyens français, des mamies, des papis, des jeunes, des salariés du privé, du public, qui sont 200 dans un collectif de citoyens, parce que ces Soudanais, ils veulent pas rester en France, ils veulent juste aller en Angleterre. C'est pas simple, c'est pas facile, notamment pour la ville de Ouistreham. Eh bien, quand j'y vais, il y a un point de distribution de repas des Restos du Cœur. Comme on sait que j'y vais, le maire peut-être, je ne sais pas qui, mais invite des personnes à écrire une grande pancarte avec une flèche pour m'indiquer où c'était. Il y avait marqué quoi? Zoo. Et qu'est-ce qu'on m'a dit derrière les grilles? Va voir tes singes. C'est ça aujourd'hui qui se passe en France. Mais quand on est président de la République et qu'on sait que ce climat monte, que ça devient de plus en plus épais, il n'y a qu'à voir les insultes sur les réseaux sociaux. Je termine. Juste le président de la République. Il a une responsabilité qui va au-delà de la vôtre. Il est indigne de la fonction. Dites-moi, quand je vous entends. Mais Benoît Hamon, mais attendez, les critiques sont tellement violentes. Mais elles sont violentes. C'est la situation qui est violente. Bon, on n'est pas capable d'accueillir en France 600 personnes. Aujourd'hui, indigne d'exercer cette fonction. En tout cas, il est indigne d'une chose. Oui. C'est du vote de ceux qui, au second tour, l'ont entendu dire « Votez pour moi parce que le péril, c'est Marine Le Pen ». Et qui l'ont fait en sachant, je pense à une infirmière qui se disait « Si je vote pour lui, ça va être dur pour mon boulot dans l'hôpital public ». Elle a eu raison. Pour un salarié du privé qui se disait « Si je vote pour lui, ça va être dur pour moi parce que je serai plus facilement licenciable ». Pour une aide-soignante dans un EHPAD, une maison de retraite, qui se disait « Si je vote pour lui, je sens que ça va être plus dur ». Mais ils ont voté quand même pour lui. Ils ont voté pour lui parce qu'ils voulaient pas de Le Pen. Ils ont voté pour lui. Est-ce qu'il est digne de ce vote-là ? Est-ce qu'il est digne du vote des classes populaires, des classes moyennes, qui savaient qu'elles allaient morfler par les lois de travail qu'il a faites, etc., par la baisse des APL? Ils en prenaient plein la tête, mais ils ont voté pour lui. Parce qu'ils voulaient pas de l'extrême droite. Et aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont quoi, monsieur Bourdin? Ils ont un bateau de 600 personnes qui est resté en rade parce que monsieur Macron ne voulait pas déplaire à l'électorat d'extrême droite. Marrant de faire des œillades à ceux qui n'ont pas voté pour lui et d'oublier tous ceux qui ont voté pour lui. Deux questions pour terminer d'actualité, Benoît Hamon. Les européennes, accord ou pas? D'abord, vous serez tête de liste aux européennes. Non. Non, je n'en sais rien. Non, moi je dis, je le dis alors. Avec Jean-Luc Mélenchon. Moi je veux une liste la plus rassemblée de ceux qui pensent que l'Europe, ça doit pas être le tout marché, mais l'Europe, ça doit pas être le bouc émissaire. Donc moi, je suis européen. Qu'on se le mette dans la tête. Jean-Luc Mélenchon vous propose un dialogue ambitieux. Écoutez, moi, je dialogue pas par tweet. Donc ça n'existe pas. Il y a mon téléphone, c'est pas compliqué. Mais sur la question européenne, ça n'est pas ma priorité aujourd'hui de dialoguer avec Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? En raison de ses orientations sur le fond. Parce que je considère qu'on peut pas prendre le risque de dire, surtout au moment où il se passe tout ce qui se passe sur le plan économique, social et des migrants, de dire, ok, on jette l'Europe. Je veux pas prendre ce risque, donc que ce soit clair. J'ai aucun problème pour être avec Jean-Luc Mélenchon pour résister contre des textes qui sont des textes qui abîment les plus modestes, mais sur la question européenne, on a un désaccord. Par contre, je dis à tous ceux qui sont aujourd'hui des humanistes, des écologistes, des gens qui croient au progrès, oui, faisons une liste unie. Et moi, je ne demande pas être tête de liste. Je dis que je mettrai toute mon énergie à défendre celle-là, cette liste-là. Et si nous faisons et nous réussissons cette liste, mais nous serons devant, en tête ou dans le tiercé de tête. En tout cas, en situation d'être compétitif, puisque c'est un mot moderne. Nous verrons, parce que je vous le dis, moi. Mais prenez, si on réussissons cette liste-là, nous serons dans le tiercé de tête, avec Emmanuel Macron peut-être devant, peut-être derrière. Merci, Benoît Hamon, 8h56.